Et, et je te laisse la main, ton écran est déjà partagé, c'est formidable. Merci. Merci Pierre. En fait, je ne vais pas tellement parler de mes travaux et puis le titre est un peu trompeur parce que je t'avais donné le titre un peu rapidement et puis je me suis rendu compte en commençant à préparer l'exposé que c'était juste, gigantesque et donc j'ai j'ai, choisi de réduire le champ à la composition isotopique, à la composition des isotopes stables du carbone dans le bois. C'est déjà en soi un vaste sujet. Donc je vous propose, qu'on revoie ensemble rapidement et un peu superficiellement, les fractionnements, le fonctionnement de l'arbre et les fractionnements isotopiques qui s'y produisent. Je parlerai un peu sous le contrôle de Lisa pour ça et ensuite, nous irons explorer ensemble les liens, qui existent entre la composition isotopique du delta 13C et du bois et celle de l'atmosphère. On s'intéressera ensuite au delta 13C comme marqueur, de la pollution et puis on finira par, le delta 13C qui nous marque, enfin qui indique les variations de paramètres physiques de l'atmosphère telles que la température, ou l'humidité. Alors comme vous le savez, les arbres prélèvent du CO2 dans l'atmosphère, par leur feuillage et de l'eau par leurs racines, l'eau qui vient aussi finalement de l'atmosphère. Au niveau du feuillage, donc le CO2, il pénètre dans les feuilles par des ouvertures qui s'appellent les stomates. Et l'arbre, en fonction de son état hydrique, il est capable de réguler l'ouverture des stomates, puisque non seulement le CO2 rentre par ces stomates, mais c'est aussi par là que s'effectue l'évaporation. Et donc l'arbre, il est capable de réguler l'ouverture pour pas perdre trop d'eau, mais en même temps, il régule de fait l'entrée du CO2. Donc, comme on a tendance à dire, l'arbre il est toujours face à un dilemme, soit mourir de soif, soit mourir de faim. Euh, la figure de droite, elle représente une coupe dans une feuille qui montre le flux entrant de CO2 et la concentration dans l'atmosphère, on va l'appeler dans la suite de l'exposé CA, et le flux et la concentration à l'intérieur de la cavité qui est sous les stomates, donc cavité sous-stomatique, on va l'appeler CI dans la suite de l'exposé. Alors pour reprendre ce que j'avais commencé à exposer, si l'état hydrique est satisfaisant, si l'arbre il a suffisamment d'eau, si l'atmosphère n'est pas trop desséchante, il va avoir tendance à avoir ces cellules de garde telles que l'ouverture est bien prononcée et des échanges avec le CO2 atmosphérique qui sont faciles dans les deux sens. La concentration en CO2 à l'intérieur de la cavité sous-stomatique, elle a tendance dans ce cas-là à être élevée. Et puis à l'inverse, si le milieu est desséchant, l'arbre va avoir tendance à fermer ses stomates et dans ce cas-là, étant donné qu'il consomme le CO2 qui est dans la cavité sous-stomatique, ben, petit à petit, la concentration en CO2 dans la cavité sous-stomatique, elle va être basse. Le CO2 qui est dans la cavité sous-stomatique, il va être utilisé, combiné avec de l'eau, en utilisant l'énergie solaire qui initie une succession de réactions redox pour former des sucres, dont une formule simplifiée est donnée en bas à gauche, là c'est 6H12O6. La formation des sucres, elle se fait en plusieurs étapes. Une des premières étapes, la première étape en fait du cycle de Calvin, c'est celle qui est assurée par une enzyme qui s'appelle la rubisco. Et la rubiscose, enfin cette étape-là, c'est l'étape la plus lente du cycle. Donc c'est elle qui va donner le rythme à la photosynthèse. Et donc si la rubisco, elle fonctionne, on va dire lentement, eh bien on va avoir une carboxylation, une formation de sucre qui va être lente et inversement. Les sucres, donc c'est des molécules représentées en haut à droite. Hem, une fois formés, ils sont transportés dans la sève élaborée par le phloème et ils vont dans les différents organes, de l'arbre et notamment dans le tronc, où là se produit une polymérisation, enfin notamment se produit une polymérisation qui génère la cellulose. Donc la cellulose, c'est juste une association de différents sucres.
Au niveau isotopique, on va s'intéresser donc aux isotopes 12 et 13 du carbone, l'isotope 12 étant largement le plus abondant puisqu'il représente presque 99% du total. Et la formulation, c'est la formulation classique qui représente le delta 13C, qui représente le rapport du rapport 13/12 dans la cellulose ou le bois sur une référence. Moins 1 multiplié par 1000 si on veut l'exprimer en pour 1000. Et puis, on va utiliser dans cet exposé aussi la discrimination, dont une forme simplifiée est la différence entre la composition isotopique du carbone dans l'air et dans la cellulose. Ah, excusez-moi, je suis embêtée par... Voilà. Alors, au niveau isotopique, qu'est-ce qui se passe pendant les différentes étapes qu'on a mentionnées avant? Le CO2 pénètre dans la feuille par l'ouverture stomatique. La diffusion de la molécule de CO2 des molécules de CO2 qui contiennent l'isotope 12, elle est plus facile et plus rapide que celle qui concerne les molécules de carbone 13. Et donc, on a ici un fractionnement de l'ordre de 4,4, qui fait qu'à l'intérieur de la cavité sous-stomatique, on est un peu appauvri par rapport à l'atmosphère. Ensuite, la Rubisco, elle prélève des isotopes 12 et 13 pour fabriquer ses sucres, mais elle va avoir aussi une préférence pour les isotopes 12. Une préférence très marquée, puisque le fractionnement, cette fois-ci, il est de l'ordre de 27 pour 1000. Donc, les sucres qui vont se former, ils dépendent, comme on le voit dans les équations de droite, de la composition isotopique de l'air, à laquelle on soustrait la discrimination. Et la discrimination elle-même, eh bien, c'est le fractionnement diffusif et une combinaison de fractionnement A et B multiplié par CI sur CA. Et c'est là que c'est important, parce que finalement, le delta des sucres, pour un delta de l'air qui est constant, il va varier à cause du rapport de concentration du CO2 entre le milieu sous-stomatique et l'atmosphère. Donc ce rapport CI sur CA, c'est ça qui va expliquer l'essentiel des variations, enfin une grande partie des variations. Ensuite, pour aller, ça c'est ce qui se passe dans les sucres, pour aller jusqu'à la cellulose, on a un fractionnement additionnel de l'ordre de 2 pour 1000. Et tout ceci est résumé dans cette figure dont je me suis inspirée, qui provient d'un article de Choin Lee de 2017, qui nous montre bien que le delta 13C de l'arbre, donc c'est la case du bas, est lié à celui de l'atmosphère, donc la source, mais qu'il est modifié par la conductance stomatique, c'est-à-dire l'ouverture plus ou moins importante des stomates, et par le taux de carboxylation, c'est-à-dire l'activité en gros de la Rubisco. La conductance stomatique elle-même, elle va dépendre de la teneur en CO2 de l'atmosphère, de la présence de polluants, SO2, les NOx, l'ozone, et des conditions climatiques, puisqu'on a vu que, par exemple, l'humidité va changer l'ouverture des stomates et donc va potentiellement changer le rapport CI sur CA qui directement a une incidence sur le delta tracé de l'arbre. Et puis la dernière boîte qui peut entraîner des variations, c'est le sol, dont certains aspects, par exemple la teneur en eau, est fortement lié au climat. Donc ce qu'on va voir, nous, c'est comment ces différentes boîtes, elles sont connectées au delta 13C de l'arbre. Mais avant de passer à des exemples, je vous propose juste de faire un résumé de la façon dont on procède. La plupart du temps, on procède par carottage. On fait ça quand on a affaire à des arbres vivants ou à des poutres. Et on obtient des carottes telles que celles représentées sur la photo du bas.
dans laquelle on voit les cernes successifs. Alors ça, c'est possible si on travaille sur des arbres qui sont des arbres en dehors du domaine tropical, puisque dans le domaine tropical, il n'y a pas nécessairement de cernes de croissance. Les cernes de croissance, ils existent parce qu'il y a des saisons marquées et ils sont bien commodes pour nous, puisque ça nous donne aussi, par la même occasion, un chronomètre, un enregistrement séquencé du temps qui passe. Pratiquement, quand on a des carottes, on en assure la découpe cerne par cerne. Chaque cerne est broyée individuellement et on récupère de la poudre de bois qui peut éventuellement être analysée directement. Et puis sinon, on passe par un ensemble d'étapes chimiques pour arriver jusqu'à la cellulose, dont on réalise donc l'analyse isotopique. Alors pourquoi plutôt du bois ou plutôt de la cellulose? Eh bien, dans le bois, il y a plusieurs composés. Il y a de la cellulose qui représente à peu près 50% du bois, mais il y a aussi d'autres molécules, il y a des lipides, etc. Et ces différents composants ont des niveaux isotopiques différents. Donc si les proportions relatives de ces composants ne varient pas au cours du temps, on peut très bien analyser le bois qui finalement donne un signal moyen. Mais si les proportions varient, eh bien, ça introduit du bruit dans le système. Alors, quand on n'a pas le choix, on travaille sur du bois, mais dès que c'est possible, on va travailler sur de la cellulose. Alors, parfois, on n'a pas le choix quand, par exemple, on travaille sur du bois fossile dont on a quelques petits fragments dans une série sédimentaire ou quand on a des cernes trop fins. Dans tous les cas où on a trop peu de matériel, en gros, on va travailler plutôt sur du bois que sur de la cellulose ou également quand on veut étudier des isotopes qui ne sont pas présents dans la cellulose. Mais ça, c'est une autre question. Alors, on a le diagramme que je vous ai montré, vous avez vu qu'il est multifactoriel. Le delta tracé de l'arbre, il a de multiples raisons de varier, mais elles n'ont pas toutes, le même effet. La variation du delta tracé atmosphérique est le facteur dominant. Il a été montré en faisant une compilation de données de plantes actuelles que la variation du delta tracé atmosphérique, elle est responsable de pratiquement 90% de la variation du delta tracé des plantes. En d'autres termes, le delta tracé du bois, on peut dire que c'est pratiquement égal à celui de l'air, plus ou moins une constante. On va voir que dans le détail, ce n'est pas tout à fait vrai quand même, hein. Mais si on travaille sur des échelles de temps assez longues, et surtout si on travaille sur des systèmes dans lesquels on peut lisser l'information, cette approximation-là, elle est valable. Elle est valable, elle a été appliquée par différents auteurs et qui sont arrivés à différentes équations. Donc, je vous donne 2 exemples. En tout cas, dans tous les cas, ce sont des relations simples entre la composition isotopique du carbone de l'air et celle du bois. Alors, voici un premier exemple pour illustrer ce propos. C'est un article de Groeke en 2002. Alors, dans cet article, ils ont analysé des petits fragments de bois. Alors là, justement, typiquement, c'était des tout petits fragments qu'ils ont pris dans une séquence sédimentaire qui date de l'Aptien, c'est-à-dire du Crétacé inférieur, et sur 10 millions d'années. Et ils ont établi un profil de variation du delta tracé dans le bois et qui est interprété, j'ai mis les chiffres en haut en bleu, qui est interprété en termes de variation du delta tracé atmosphérique. Et il montre que dans cette période de l'Aptien, le delta tracé de l'atmosphère a subi des variations de plusieurs pour 1000. Alors, déjà, cet article, ce n'est pas le seul à avoir fait ce genre de travaux, à avoir montré ce genre de travaux et ce genre de résultats, mais c'est un des précurseurs et il est intéressant parce qu'il a remis en cause le fait que le delta tracé de l'atmosphère soit une constante, ce qui était souvent pris comme hypothèse de départ dans les calculs qui visaient à reconstituer la concentration en CO2 de l'atmosphère.
Alors ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'ils ont mis en parallèle, de cette courbe de variation du delta 13C mesurée dans le bois, dans ces bois de l'île de White avec, le delta 13C de carbonate de la même époque, bien entendu, téthysien. Et globalement, on a le même schéma. Et le fait qu'on ait le même schéma dans des carbonates marins et dans des bois qui sont, par définition terrestres, montre que ce qu'enregistrent ces bois, c'est bien le cycle du carbone global. Ça signifie qu'on peut utiliser le delta 13C de bois si on travaille, comme je le disais, dans des conditions qui permettent de lisser un peu le signal pour reconstituer les variations passées de l'atmosphère. Alors, il y a d'autres articles qui l'ont fait. Celui-ci est aussi assez démonstratif. C'est un article de 2007 de Esselbo et collaborateurs, où là, ils ont, dans une même séquence au Portugal, qui c'est dans une séquence littorale, où ils ont montré que le delta 13C des carbonates de la séquence, qui sont représentés en vert, et le delta 13C des bois de cette même séquence, eh bien, ils suivent tout à fait le même schéma. Après, ce n'est pas les mêmes valeurs, évidemment, hein. Ils ont calé leurs échelles de façon à ce que ça colle bien. Mais là aussi, ça va dans le sens du fait que c'est bien le cycle global du carbone que l'on enregistre dans les bois fossiles. Donc ça nous donne dans le registre fossile, le delta 13C du bois, c'est un outil vraiment très intéressant pour reconstituer les variations passées de l'atmosphère, de la composition isotopique du carbone de l'atmosphère. À une échelle plus courte, comme vous le savez, le CO2, la concentration en CO2 atmosphérique, elle a évolué au cours des dernières centaines d'années. Sur le diagramme de gauche, j'ai représenté l'évolution du CO2 qui a été mesurée dans les bulles de gaz des glaces pour la période la plus ancienne et à partir de 1958, je crois, dans l'atmosphère. Donc on voit bien l'augmentation due à l'utilisation des combustibles fossiles. Et étant donné que ces combustibles fossiles, c'est initialement de la matière organique, ils ont aussi des rapports isotopiques qui sont bas, hein. La matière organique, elle est toujours des delta 13C bas. Et donc, la libération dans l'atmosphère de ces combustibles fossiles a entraîné une diminution du delta 13C de l'atmosphère à l'échelle des 150-200 dernières années. Et ça, on l'enregistre très bien dans les arbres. Je vous montre à droite l'exemple que j'ai analysé dans des mélèzes alpins au site de Nevache, donc près des sites d'Ilan. Pardon. Et là, on voit que depuis 1920, le delta 13C qui s'appelle delta 13C Rho dans cette figure, eh bien, le delta 13C, on voit qu'il y a une tendance importante à la diminution qui reflète l'évolution de la concentration atmosphérique. Et on a dans l'atmosphère une variation d'à peu près 2 pour 1000 depuis les années 1850-1900, et on retrouve ces 2 pour 1000 dans les arbres, dans les mélèzes alpins et dans les arbres du monde entier, hein. C'est une tendance que l'on retrouve partout. Alors sur cette tendance, on a des variations et quand on travaille en paléoclimato, en particulier, c'est ces variations relatives, ces alternances de pics qui nous intéressent et donc on corrige de la diminution du delta 13C et on obtient, par exemple, la courbe en rose saumon qu'on va utiliser pour interpréter, cette fois-ci, les variations de CI sur CA. Un autre exemple qui est un peu anecdotique, mais je trouve assez sympathique, c'est Yakir qui, en 2011, a publié cette courbe à droite qui représente l'évolution du delta 13C mesurée dans la cellulose d'articles, donc d'articles papier, publiés par la Royal Chemical Society, où il retrouve dans ces successions de papiers qui étaient dans sa bibliothèque, il retrouve la diminution du delta 13C atmosphérique. Alors, qui sait, peut-être que nos articles papier serviront un jour aussi à démontrer comment évolue l'atmosphère. Donc voilà, ce qu'on a vu, c'est la branche tout à fait à gauche, le delta 13C, la variation du delta 13C de l'atmosphère, qui est responsable au premier ordre de la variation du delta 13C des arbres, mais c'est une variation, en tout cas pour la période récente, que l'on peut corriger.
Maintenant, on va voir que la pollution a aussi une incidence sur le delta tracé des arbres via la conductance stomatique ou via le taux de carboxylation. En effet, le dioxyde de soufre et l'ozone vont avoir un effet direct sur la conductance stomatique. Ils vont avoir tendance à, enfin, les stomates vont avoir tendance à se refermer en présence d'un excès de SO2 ou d'ozone. Si les stomates se referment, ça a pour conséquence que la concentration en CO2 à l'intérieur de la cavité sous-stomatique diminue, donc CI diminue, le rapport CI sur CA diminue, et puis on a vu que ça, quand ce rapport-là il diminue, ça veut dire que la discrimination diminue et donc que le delta tracé du bois, lui, augmente. De la même façon, au niveau de la rubisco, ben, l'inox et l'ozone vont avoir tendance à augmenter le taux de carboxylation avec un effet également sur le delta tracé qui est d'augmenter le delta tracé du bois. Et puis, tous ces polluants vont aussi avoir un effet sur le facteur de discrimination lui-même. Donc, dans tous les cas, la présence de ces polluants tend à augmenter le delta tracé du bois. Alors, j'ai choisi de vous montrer un exemple que j'ai emprunté à Thomas et al. Ils ont publié ça en 2013. Alors eux, ils sont allés étudier des genévriers qui poussent dans les Appalaches. On a l'impression que c'est un milieu qui est bien aéré, c'est un milieu de montagne. Mais le souci, c'est que les Appalaches, elles se trouvent sous le vent par rapport à la vallée de l'Ohio, où il y a des centrales à charbon. La figure de gauche vous montre que sur la ligne bleue, c'est l'évolution des émissions de CO2 aux USA depuis l'année 1900. On voit qu'il y a des hauts et des bas, mais que globalement, il y a eu une augmentation des émissions de SO2 jusqu'au Clean Air Act, qui en fait est un ensemble de résolutions qui ont pris effet de façon plus ou moins efficace au cours de cette période-là. Et en tout cas, à partir des années 80, les émissions de SO2 ont quand même réellement diminué. Dans le même temps, on a eu une augmentation du CO2, c'est la courbe rouge, et ils ont tout d'abord comparé la croissance de leurs arbres. Ils ont constaté plus exactement qu'il y avait une augmentation de la croissance des arbres, du taux de croissance des arbres, ce qui est représenté par les points noirs, depuis le début du XXe siècle. Et puis en y regardant de plus près, alors ils ont commencé par interpréter un peu comme on l'a tous fait, en disant ben, c'est un effet fertilisateur du CO2 que l'on observe là, qui engendre ben, une augmentation de la croissance qui a été observée dans de nombreux endroits. Puis en y regardant de plus près, ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être une espèce de marche, de saut vers les années 1970. Et c'est là qu'ils ont eu l'idée de l'effet du SO2. Ils sont allés analyser le delta tracé et ils ont observé, c'est le diagramme du milieu, que le delta tracé de leur bois, eh bien, il augmente depuis les années 1910 jusqu'aux années 1980 et diminue après. Donc, ça signifie que si le delta tracé augmente, ça signifie qu'on a une diminution de la discrimination. Et ça, c'est tout à fait compatible ou tout à fait explicable, en tout cas, par une pollution à l'échelle locale qui engendre un dysfonctionnement des arbres. Donc, vous pouvez le regarder soit sur le delta tracé, soit sur la discrimination à droite, mais enfin, c'est la même information. On voit là, on met là en évidence l'effet d'une pollution régionale même, du fait de l'activité des centrales à charbon. Et on voit aussi que les effets bénéfiques de la mise en œuvre du Clean Air Act. Alors, ça a été montré aux États-Unis et puis c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'on a aussi un moyen de faire du monitoring a posteriori de la pollution. On peut surveiller comment ont évolué des sites. C'est ce qui a été fait aussi au Canada par l'équipe de Martine Savard, où là, ils ont analysé
des épicéas à des distances croissantes par rapport à un site industriel. Donc le site industriel, c'est la petite usine là qui est en bas à gauche, du dessin, et puis ils ont des sites, qui sont de plus en plus éloignés, et ils ont analysé dans ces épicéas au cours dans les cernes successifs, l'évolution du delta 13C. Alors on voit très bien la mise en œuvre, sur le diagramme de droite, on voit très bien la mise en marche, de l'activité polluante, avec une augmentation très forte pour le site test, la courbe qui est en rouge, qui est le site le plus proche, du site industriel, le site, les arbres les plus proches du site industriel, avec une augmentation drastique du delta 13C. Et puis après, ça va faire un plateau, et j'imagine que ça devrait, s'améliorer dans la suite de la courbe. Et ce qu'on voit surtout, c'est que plus on s'éloigne, du site de pollution, et ben, c'est en suivant la flèche en pointillé bleu, ben, moins l'augmentation du delta 13C est importante. Donc on voit qu'il y a un effet de dissémination, de la pollution. Donc voilà, ça c'est une des utilisations possibles, et la mise en évidence d'un lien fort entre le delta 13C et l'atmosphère. La pollution, elle n'est pas forcément anthropique. L'origine de la pollution, ça peut être le volcanisme. Alors, c'est des travaux de recherche qui sont récents. Il n'y a pas encore grand-chose de publié sur les liens entre le delta 13C des arbres et le volcanisme, parce que finalement, c'est assez difficile à mettre en évidence. En gros, il faut trouver les bons arbres. C'est-à-dire qu'il faut trouver des arbres qui soient assez proches du volcan et qui aient été sous le vent et qui présentent des cernes de façon à ce qu'on puisse les dater. Enfin, c'est ce qu'ont réussi à faire Darcy et son équipe sur le volcan Turrialba au Costa Rica. Ils ont analysé différents sites d'aulnes, dont un qu'ils appellent TJ05 qui est sous le vent, et puis d'autres qui sont plus loin et en tout cas pas sous le vent. Jusqu'à un site qui s'appelle SG08 qui, lui, est à une centaine de kilomètres du volcan. Et ils ont analysé, toujours la même logique, ils ont analysé dans les cernes successives le delta 13C du bois, et ils ont obtenu les courbes qui sont représentées en haut. Alors tout d'abord, dans celle du bas, on voit les émissions de SO2 dues à ce volcan, avec un pic euh, dans les années 2010-2011, et puis d'une façon un peu moindre, mais quand même soutenue en 2012 jusque même 2015. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que dans leur site le plus proche, eh bien, on voit effectivement une augmentation du delta 13C à partir des années 2010, alors que les autres sites, bon, les autres sites présentent des variations, mais ne sont pas affectés par une telle augmentation du delta 13C. Alors, c'est une étude qui est un peu pionnière et qui montre qu'on peut peut-être utiliser le delta 13C des arbres qui poussent proches des volcans pour reconstituer l'histoire volcanique de ces édifices volcaniques. Et enfin, encore plus frais, c'est une étude qu'on est en train de réaliser avec Frédéric Giraud de l'IPG, là, qui met en lien le delta 13C et la sismicité. Ça se passe au Népal, dans un site dans lequel il y a des émissions de CO2 plus ou moins continues, mais assez soutenues, et dont le delta 13C a été mesuré à moins 0,75 pour 1000. Alors, ce que vous voyez ici, c'est l'enregistrement qui en a été fait dans les arbres. En 2015, il y a eu un séisme important au Népal qui a donc modifié en profondeur les choses, et notamment qui a interrompu les sources chaudes de Chilimé, qui est le site où on a fait des analyses d'arbres. Ça a créé beaucoup d'émotions parce que c'est un site de pèlerinage, et donc d'où l'intérêt et l'importance d'étudier la zone. Et ils ont identifié dans cette zone-là des endroits où
non seulement les sources se sont arrêtées, mais aussi des émissions de gaz d'origine tellurique ont diminué. Et on a fait l'étude d'arbres d'une zone où les émissions avaient été considérées comme stables, c'est la courbe en rouge, et de d'autres zones où les émissions ont diminué suite au tremblement de terre de Gorka. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'à partir du tremblement de terre, eh bien, les arbres ont enregistré une baisse importante du delta tressé. Alors, ce qui n'est pas étonnant parce qu'avant, ils étaient dans une zone à forte émission qui recevait du CO2 tellurique qui a un rapport relativement élevé. Puis après le tremblement de terre, bah, il y a eu un arrêt des flux, aussi bien d'eau que de gaz, et donc une baisse importante du delta tressé. Apparemment, les sources chaudes de Chimay commencent à reprendre, et donc je pense que ce sera intéressant de continuer le monitoring, à partir de ces arbres. Alors là aussi, ça met en lien, la composition isotopique du bois des arbres et des phénomènes qui se produisent dans l'atmosphère, même si l'origine du CO2, elle est tellurique. Et c'est peut-être un moyen de reconstituer l'activité sismique passée dont on sait finalement peu de choses à l'échelle de la dernière centaine d'années. Et alors pour finir, on peut aussi, et c'est là moi ce que je fais principalement, utiliser le delta tracé pour reconstituer les variations de paramètres physiques de l'atmosphère. Alors dans ce cas-là, on va corriger du delta tressé atmosphérique, c'est-à-dire on élimine le problème euh, de la variation du delta tressé de l'atmosphère. On va de préférence évidemment se placer dans un site qui n'est pas pollué, bien qu'on puisse toujours avoir des surprises, puisque vous voyez que même au milieu des Appalaches, on n'est pas sûr d'être dans un site avec de l'air non pollué. Et puis, on va réaliser l'analyse du delta tracé de cernes successifs. Alors, on a un peu un mix entre le climat et le sol. On ne peut pas toujours très bien faire la part des choses. Voici une étude qu'on a réalisée. C'est dans le cadre de la thèse d'Aliénor Lavergne que j'ai dirigée, où on a analysé la composition isotopique du carbone dans des cyprès de Patagonie. Alors, ce sont des arbres reliques qui, qui sont très longévifs, qui peuvent atteindre, il y a certains spécimens qui peuvent atteindre 3000 ans, d'où l'intérêt de les utiliser pour faire de la paléoclimatologie. Mais d'abord, il faut voir comment ça se comporte sur les dernières années. Alors, on a analysé ici, depuis 1800, la composition isotopique du delta tracé. Vous avez la courbe en bleu clair qui est la courbe qui n'est pas corrigée des effets atmosphériques, et puis on corrige cet effet, qu'on appelle aussi l'effet Suez, j'ai oublié de le mentionner, et on obtient la courbe en bleu foncé, heu, qui est représentée ici. À partir de ce set de données isotopiques corrigées, on va chercher des corrélations avec les paramètres climatiques. Alors, on est restreint à une période de temps qui est assez courte parce qu'en Amérique du Sud, il n'y a pas de chronique euh, thermométrique ou autre qui soit très ancienne. On a des données sur une cinquantaine d'années. Et on a cherché les corrélations avec différents paramètres, avec la température, les précipitations, le déficit de pression de vapeur, la couverture nuageuse. On prend la couverture nuageuse un peu comme un pis-aller puisqu'on ne peut pas, parce qu'on n'a pas trouvé de données satisfaisantes pour représenter l'irradiance solaire. Donc c'est un peu la contrepartie. Et puis on a cherché les corrélations des différents, enfin mois par mois, avec le delta tressé. Alors, on est dans l'hémisphère sud, l'été, c'est décembre, janvier, février. On a regardé depuis le printemps de l'année en cours jusqu'à la fin de l'automne, comment étaient ces corrélations. Et elles sont représentées ici sous forme visuelle en couleur. Et les corrélations les plus fortes qu'on obtient, c'est avec la température d'été. On a des corrélations à 0,79. Alors, pour les physiciens, ça semble toujours être des corrélations très faibles, mais en fait, dans le milieu naturel, c'est assez extraordinaire. Et j'ai représenté ici la superposition de la courbe
Thermométrique mesurée, c'est la courbe en rouge, donc c'est la moyenne de la période, des 3 mois décembre, janvier, février et en bleu, c'est notre courbe de variation, du delta tressé, recalculée par une fonction de transfert en température avec l'enveloppe bleue qui représente, l'erreur que l'on a estimée qui est de 0,71 à mettre en parallèle avec, enfin à comparer à la gamme totale de variation de 5 degrés pour montrer que c'est quand même, représentatif ce que l'on obtient. Donc on a quand même une assez bonne représentation de la variation des températures. On a cherché à voir si, au niveau spatial, c'était, intéressant aussi, quelle était, finalement, l'ampleur de la corrélation. Parce que c'est bien d'avoir une corrélation avec la température, mais si ça concerne une zone très locale, ça a un effet quand même un intérêt assez limité. Et ce qu'on a vu, c'est que finalement, on a des corrélations fortes, hein. Plus on va vers le vert foncé, plus les corrélations sont fortes, dans une gamme qui est très large et qui occupe, tout, l'est, du site qui est le point noir. Et puis même, on a des corrélations qui sont significatives. C'est toutes les zones qui ont des petits points qui sont significatives dans une large partie de la Patagonie. On peut mettre ça en relation ou en regard avec, des cartes de corrélation réalisées par exemple par l'équipe de Garreau, qui montrent que, cette zone, c'est là où on obtient les plus fortes, corrélations entre la température et l'indice, de variation d'oscillation australe, donc qui est un mode de variabilité du climat. Donc vraisemblablement, ce que l'on voit au premier ordre, dans les cernes des arbres, c'est, l'oscillation australe. Donc c'est quand même, moi je trouve ça assez bluffant d'aller, trouver dans les arbres la variation de l'oscillation australe. Voilà. Alors on a essayé aussi de corréler évidemment directement, le signal qu'on a dans l'arbre, dans les arbres avec, l'oscillation australe. On a des corrélations qui sont un peu moins bonnes parce qu'on a aussi sans doute un petit effet local qui, brouille, le message. Et puis, cette courbe donc on l'a poursuivie, jusqu'en 1800 et on l'a interprétée en température et ce qu'on l'on observe, c'est que, la période actuelle autour des années 2000, eh bien, elle a des températures qui sont les plus élevées, des 200 dernières années. Donc ça, c'était un peu attendu, on va dire. Par contre, ce qu'il était moins, c'est que dans les années 1800-1850, on a des températures qui sont relativement élevées. En tout cas, c'est pas tellement en accord avec le fait on serait à la fin du petit âge glaciaire, qui est réputé être plutôt une période de température assez, dégradée, enfin assez basse. Actuellement, on est en train de poursuivre cette courbe et j'espère qu'on publiera avant la fin de l'année, les 1000 ans, enfin les 800 ans qui précèdent pour, remonter jusqu'à l'an 1000 où, ce qu'on se a l'air de se conforter l'idée que, ben, le petit âge glaciaire, il n'a pas été du tout marqué dans cette, partie du monde. Bah, voilà pour conclure, sur cet exposé. On a vu qu'il y a des liens, très clairs entre le delta tracé des arbres et différents, paramètres de l'atmosphère, aussi bien le delta tracé atmosphérique et ça permet de reconstituer les variations du delta tracé du passé. Des liens avec, la concentration en certains polluants et le delta tracé des arbres peut peut-être être utilisé comme un traceur de ces pollutions, qu'elles soient anthropiques ou qu'elles soient d'origine naturelle. Et enfin, eh bien, le delta tracé, c'est un paramètre, c'est un proxy de choix pour reconstituer les variations passées du climat. Dans le bois ou dans la cellulose, on peut mesurer, bien d'autres isotopes. On mesure notamment, l'oxygène et l'hydrogène, les isotopes de l'oxygène et de l'hydrogène qui permettent d'avoir des informations en lien avec le cycle de l'eau. On peut mesurer aussi, bah, le delta quinzaine mais je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. Et puis, récemment, il y a des travaux, qui ont montré qu'on obtenait
des résultats intéressants aussi avec le delta 34S. Alors on s'y est essayé avec, François Fourel et Christophe, Lécuyer. C'est pas simple parce que le soufre, il est présent en très petite quantité dans le bois, mais on espère avoir, aussi prochainement des résultats à montrer dans ce domaine. Voilà, en tout cas, il y aura plein d'autres sujets possiblement à traiter dans d'autres, événements, d'autres après-midi de la SFIS. Je vous remercie. Merci beaucoup, Valérie. Je vais prendre les questions. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. C'est formidable. Olivier Sisman. Vas-y, Olivier, on te laisse la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. J'aurais juste aimé revenir. J'ai une question sur, vous avez, à un moment, je crois que c'était l'article de Thomas et Al, ça va être slide 15 ou 16. Oui. Vous avez expliqué qu'on pouvait, donc la radiologie pouvait voir les sources de pollution dans l'enregistrement isotopique des troncs. Si je vais plus loin, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait potentiellement relier le type de ressources fossiles utilisées un peu partout dans le monde à l'enregistrement isotopique qu'on retrouve dans les troncs d'arbres? Et est-ce que, par exemple, en ce moment, on est en train, enfin, ça représente encore peu, mais la France et l'Europe est en train de passer au biogaz, donc ça va être des signatures isotopiques à moins 60, moins 70 pour 1000. Donc si on brûle tout au niveau du CO2, a priori, ça va aussi être ce type de signature. Est-ce qu'un CO2 beaucoup plus léger, euh, à partir du moment où il est peut-être plus facile à assimiler, est-ce que ça peut accélérer la croissance des arbres ou pas du tout? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Est-ce que le fait qu'on qu'on utilise des combustibles qui ont un delta de 13C bas, c'est ça finalement? Est-ce que ça va accélérer la croissance? C'est ça. Je pense que c'est deux choses différentes, hein, le fractionnement isotopique et le taux de croissance. Ce qui compte pour l'arbre, c'est d'avoir du carbone pour assurer sa croissance et puis de ne pas avoir de facteurs perturbateurs. Le lien entre la concentration totale en CO2 et la croissance, il n'est pas du tout simple. En fait, il y a une littérature extrêmement abondante là-dessus. Suivant, là, Lisa pourrait en dire sûrement beaucoup plus que moi, mais suivant les espèces, suivant les sites et le fait que les arbres aient accès ou non à de l'eau et suffisamment d'azote et autres éléments nécessaires, eh bien, ils vont plus ou moins réguler la quantité de CO2 qu'ils vont admettre, c'est-à-dire qu'ils vont agir sur le CI sur CA. Alors, certains arbres semblent être des enregistreurs passifs dont le rapport, dont la concentration interne augmente à la même vitesse que la concentration, ou de la même façon que la concentration atmosphérique, et d'autres arbres, au contraire, exercent une régulation forte de leur concentration interne. Et donc, en ce sens-là, c'est le taux de CO2 atmosphérique a une influence sur la croissance, mais à ma connaissance, pas la composition isotopique de ce qu'on relâche. Bon, Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? J'ai un chat dans la gorge. Alors, avant que quelqu'un ne prenne la parole, je vais moi-même poser une question. J'étais en train de regarder un peu la structure de la cellulose et c'est bien plus varié que ce que je pouvais imaginer. Je pensais au clump isotope, il n'y a pas un moyen d'extraire dans la variabilité de la cellulose, d'isoler un groupement, une fonction qu'on puisse convertir en molécules gazeuses qui, comme on le fait sur le CO2, permettrait ensuite de chercher une information de température entre guillemets absolue. Il y a des voies d'exploration qui... Alors, oui, on est en train d'essayer avec une équipe de Nantes, avec Gérald Rémaud, d'isoler les différents carbones de la molécule et d'analyser la composition isotopique en fonction de leur position. D'accord. Mais c'est pas non plus quelque chose de trivial parce qu'il faut d'abord passer par une dégradation de la cellulose. Enfin, le terme chimique est sûrement pas celui-là, mais une transformation de la cellulose en sucre. Et donc là, il y a des fractionnements qu'il faut contrôler. Et puis, c'est les sucres qu'on analyse. Mais c'est une voie de recherche parce que effectivement, ça a été montré déjà sur les sucres en tout cas, qu'on a un message beaucoup plus clair.
parce qu'entre différents carbones d'un même glucose, il peut y avoir 10 pour 1000 de différence. Donc, c'est des histoires différentes. Et le carbone qu'on mesure, c'est vraiment une espèce de moyenne de tout ça. Le premier prix de la SFIS a été attribué à ce type d'analyse sur le tramadol naturel qui est trouvé dans les racines de certains arbres en Afrique de l'Ouest, si je me souviens bien, effectivement. Et il pouvait déduire les chemins biochimiques probables de formation pour la fabrication de cette molécule qu'on connaît beaucoup de manière synthétique et comme médicament. Ok, mais donc ça c'est du site spécifique, mais par contre déduire une information par le clumping du CO, CH3, pardon, CH, pas CH4, mais quelque chose qui ressemble au méthane, une molécule qui serait gazeuse. J'avoue que j'ai pas réfléchi à ça du tout. Donc c'est pas quelque chose qui se développe en ce moment. Pas que je sache. Je m'étais posé la question. Merci pour cette réponse. Je passe la parole à Anne-Alexandre. Merci Anne. Bonjour à tous. Bonjour Valérie. Bonjour Anne. Merci beaucoup pour cette présentation super claire. Et j'ai une question sur la reconstruction magnifique que tu as faite de température à partir du delta C13 de cellulose. Et tu montrais très bien qu'il y avait des corrélations entre delta C13 et température, mais aussi entre delta C13 et déficit de pression de vapeur. Et du coup, je me demandais comment on arrive à déconvoluer en fait les paramètres dominants et quels sont les processus derrière, parce que le déficit de pression de vapeur, il est lié aussi aux variations d'humidité relative et du coup, les processus sont les mêmes. En fait, dans les paramètres météo, il y a beaucoup de trucs cogénétiques, parce que la température, elle intervient dans le calcul de l'humidité relative, dans le calcul de la pression de vapeur, etc. Donc, ce n'est pas étonnant que quand on trouve une corrélation avec l'un, on trouve une corrélation avec l'autre. Alors, d'un point de vue physiologique, c'est peut-être plus la pression de vapeur, le déficit de pression de vapeur qui a un effet sur l'arbre, plus que la température directement. Mais il se trouve qu'on avait plutôt des meilleures données, en tout cas, de température que de données de déficit de pression de vapeur. On est un peu obligé aussi de faire avec ce qu'on a comme données météo. Et les données qu'on a le plus, c'est la température. Donc, c'est pour ça que c'est aussi souvent la cible. C'est parce que c'est les meilleurs enregistrements qu'on ait. Mais il faut garder effectivement en tête que ce n'est pas forcément ça qui agit au premier ordre. Et du coup, sur le petit âge glaciaire, peut-être qu'il y a justement, s'il y a inadéquation entre ce qui est attendu et les températures reconstituées, il y a peut-être ce paramètre supplémentaire qui intervient. Ouais. Tout à fait. On a pensé qu'il y avait peut-être là un mélange en fait entre de la température et de l'humidité. C'est aussi pour ça qu'on a voulu étendre vers le passé, puis voir ce que ça va donner quand on monte dans la période qui est censée être l'optimum climatique médiéval, à savoir si elle existe. C'est pas évident du tout. Mais effectivement, on veut poursuivre. Pour cette raison, entre autres, on a voulu poursuivre la courbe pour voir si c'était une vraie tendance. Et puis après, il faut vraiment réfléchir à savoir si c'est bien la température qu'on voit. Tu as raison. Merci beaucoup. Merci. Merci Anne. Je passe la parole à Lisa Wingate. Merci Lisa. Hello, Valerie. Hello, Lisa. Thanks. You brought up some references that I was unaware of, so it's good. I've added them to my notebook to look up later on. One of the things that you didn't, so picking up a little bit on what Anne had said, I was interested, you didn't talk about this idea floating around the dendro community about the divergence, because you showed this very long chronology and you explained that this was very good for reconstructing temperature. But I was just wondering, because I haven't completely been following all the literature, whether this problem had been resolved, this idea that the growth or the density fluctuations or the sometimes to a lesser extent the isotopes decouple from temperature,
And so the reconstruction power of the signals from the tree rings, especially in recent years when we're looking at recent temperature changes, that they're perhaps not as reliable. What has actually been happening in the community? Can you give me an update? Yeah, I will answer in French if you don't mind. No problem. Il y a deux aspects. Ce qu'on appelait la divergence, au départ, ça a été, c'est un terme qui sort de l'analyse des spectres de croissance, et de la divergence entre les spectres de croissance et la température. Et une partie de cette divergence, on sait maintenant qu'elle est méthodologique, que ça a été aussi sur la façon dont on a reconstitué les courbes, mais pas que. Il y a quand même aussi une divergence réelle qui, une des explications, c'est que la croissance, elle est finalement moins importante que celle à laquelle on se serait attendu, compte tenu de l'augmentation du CO2, pour des effets qui sont liés au manque d'eau, qui sont liés à une limitation des éléments nutritifs. Pour les isotopes, on a aussi effectivement observé ceci. Et il est probable qu'il y a un effet de la concentration en CO2 elle-même. Mais ça, tu dois savoir mieux que moi, je pense, l'effet du CO2, d'un excès de CO2 sur le fonctionnement stomatique. Parce que si le CO2 a une certaine concentration, ça peut entraîner aussi une fermeture stomatique et donc une baisse de la discrimination qui déconvoluerait la température du fractionnement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, mais j'étais juste pas sûre si, parce que quand tu dis il y a des débats dans quelque chose. Moi, je t'entends pas, Lisa. Je sais pas. Quelque chose d'autre qui avec le fonctionnement. Ah, tu m'entends pas? Il y a eu un blanc. Tu disais. Tu m'entends? Il faut que tu reposes ta question, Lisa. Il faut que tu reposes. Ah, non, c'était pas une question. C'était juste pour dire, c'est vrai. Il y a un temps quand il y a beaucoup de débats, si c'est plutôt méthode ou c'était vraiment quelque chose avec le fonctionnement des arbres, avec la croissance de CO2. Et donc, je ne sais pas si la communauté il est d'accord d'un ou autre. Moi, je crois qu'on n'est pas complètement d'accord. Le fait qu'il y ait eu des biais méthodologiques, ça a été, je pense, admis par tout le monde, mais maintenant, il y a des méthodes plus robustes. Mais néanmoins, il demeure qu'il y a des papiers publiés tout le temps pour identifier des zones où la croissance, elle est conforme à ce qui est attendu compte tenu de l'augmentation de CO2 et des zones où ce n'est pas le cas. Et petit à petit, ce qui se dessine, c'est l'importance des apports en eau et l'importance des éléments nutritifs pour que les espèces, pour que les arbres suivent tel ou tel chemin. Ouais. Merci, à bientôt. À bientôt. On va prendre, merci beaucoup, la question de Nicole Monténégro. Merci, Nicole. Oui, merci. Merci Valérie pour la présentation. Oui, j'ai une question, je ne sais pas si vous avez déjà répondu, mais j'ai toujours la question. Comment on peut expliquer la relation entre les carbone 13 et la température? C'est quel le mécanisme des arbres pour expliquer ça? Il y a plus de photosynthèse ou moins? C'est probablement pas tout à fait direct. La température, elle joue un tout petit peu sur l'activité de la rubisco, mais globalement, en fait, quand on est dans une gamme de température, dans la gamme de température adéquate au fonctionnement de la rubisco, à l'intérieur de cette gamme, la variation de température n'a pas, d'après ce que je sais, n'a pas d'effet sur le taux de carboxylation quand on est dans cette gamme optimale. Et quand on sort de cette gamme optimale, la température peut avoir un effet. Mais je pense que l'effet, il est plutôt à travers le fait que la température, c'est aussi fortement corrélé à l'irradiance solaire. Donc peut-être que ce qu'on voit, surtout quand on fait une corrélation avec la température, peut-être que c'est beaucoup l'activité photosynthétique. Et puis la température, elle est aussi corrélée à l'humidité relative. Et donc c'est peut-être un mixte des deux.
Voilà. Et mais, c'est vrai que c'est pas forcément le paramètre température lui-même qui agit au premier ordre. Mais comme je le disais à Lisa, le souci, c'est que c'est le paramètre dont on a dont on a des mesures correctes et depuis sur des périodes assez longues. Donc on est obligé de se référer à ça. Ok, merci. C'est clair. Merci. Merci. Une question par Ilham Bentaleb. Vas-y, Ilham, merci. Bonjour Valérie, merci Bonjour, pour Ilham. cet exposé qui était extrêmement bien fait, comme tu l'as fait d'habitude. J'avais une question par rapport aux produits de la photosynthèse et leur passage dans le phloème qui vont former en fait la cellulose, etc. Est-ce qu'il y a des études sur les fractionnements isotopiques entre la matière organique des feuilles, enfin ce qui est produit dans les feuilles et le bois? Est-ce Oui. qu'on a une idée un peu claire? Est-ce qu'il y a une grande variabilité entre les différentes espèces d'arbres? Et pareil pour les polluants, en fait, c'est quoi le mécanisme? Quand tu parlais des polluants qui rentrent dans l'espace intercellulaire, enfin dans les feuilles, comment sont… En fait, il y a une corrélation entre le bois et le foliage. Voilà, merci. Alors, pour ce qui est du passage, je ne sais pas si je l'avais marqué, je crois quelque part, entre le… Pardon, je cherche en même temps. Voilà, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, moi, ce que j'ai trouvé comme valeur, c'est une valeur moyenne de 2 pour 1000 entre les sucres, donc une diminution de 2 pour 1000 entre les sucres et la cellulose. Il n'y a pas une littérature extensive sur le sujet pour le moment. Même dans beaucoup d'articles, hein, en fait, on fait complètement abstraction de cette différence entre la cellulose et les sucres. Mais si tu veux, enfin, je peux t'envoyer les références concernant ce 2 pour 1000, qui est une espèce de valeur moyenne. Je ne pense pas qu'on en soit au point d'être capable de dire, en fonction des espèces, quelle est la valeur de ce fractionnement supplémentaire. Alors, quant aux produits polluants, alors moi, je ne suis pas tout à fait spécialiste des effets des polluants. Ce que je sais, c'est que, par exemple, pour SO2, il peut agir de deux façons. Il agit parce qu'il va directement influencer au niveau des stomates et du fonctionnement photosyntétique. Il va avoir une incidence directe. Et puis, il a aussi une incidence différée par l'effet acidifiant qu'il a sur les sols, qui va notamment modifier la disponibilité des éléments nutritifs et puis oui, les apports aussi en sulfate, etc. Donc, il a un double effet. L'ozone, il a un effet direct par l'intermédiaire de l'appareil stomatique, et l'inox, je ne sais pas tout à fait, mais c'est plus compliqué. Je ne suis pas capable de répondre pour l'inox exactement sur la façon d'agir. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à ta question. C'est un peu flou ce que je raconte. Merci, merci beaucoup. On ne t'entend pas, Pierre. Il n'y a plus de questions. Je vais poser ma dernière question. Justement, le soufre, il vient principalement du sol ou il vient principalement de l'atmosphère? C'est une question d'assimilation, comme on a vu en partie tout à l'heure pour les nitrates, ou est-ce qu'au contraire, le bilan il est essentiellement racinaire, si j'ose dire? Alors, je pense que ça dépend de l'échelle de temps à laquelle on travaille. Dans l'article de Martine Savard et collaborateurs, là, justement, eux, ils montrent que c'est une assimilation directe par les stomates, que ce n'est pas un effet retardé par le sol, qu'ils ont estimé, en faisant une revue de la littérature, à une vingtaine d'années. Ça peut s'étaler ça peut prendre effet plutôt plus tard et s'étaler sur une période de temps beaucoup plus longue quand c'est un effet différé via le sol. Donc, ça pourrait être aussi intéressant d'aller mesurer le soufre 33 qui peut montrer des anomalies comme pour l'oxygène 17, beaucoup plus faible que l'oxygène 17, mais qu'on voit assez bien dans les aérosols atmosphériques.
Oui, à ceci près qu'il faut réussir à l'analyser dans le bois. C'est un élément en trace, le soufre. On arrive à ma question, c'est quoi une concentration de soufre dans la cellulose? Je ne sais plus. Peut-être que François peut répondre. Je ne me souviens plus de la concentration. Je sais qu'elle est assez constante. Ah, dans la cellulose, il y en a vraiment très, 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 très peu parce que il y en a un peu plus dans le bois. Non, je ne sais plus les ordres de grandeur. C'est des ppm. On est en dessous de 0,5% en général. Donc 5000 ppm, il y a de quoi faire quand même, d'accord. Ok. Et bon, alors nous allons, sauf s'il y a une autre question, nous allons faire nos 10 minutes de pause. On peut continuer à discuter. Nicolas Patrice, je te laisse la parole. Excuse-moi, j'allais te censurer. Et ensuite, nous prendrons la pause. Nicolas, est-ce que tu veux poser une question? Il faut que tu mettes ton micro. Il n'a pas de micro, il a posé sa question, je crois, directement sur le chat. Alors, nous allons aller chercher la question réaction. Les deux effets SUS et pollution ne semblent pas être superposés dans les exemples donnés, Appalaches ou Canada. Pourquoi? Alors, Autour des choix particuliers de cas parlants. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé SUS ou SUS. Les deux effets ne semblent pas superposés, c'est ça? Ça, dans les exemples donnés. Ah bah, je pense surtout que c'est que l'effet de pollution, il est plus important sur une période plus courte. Là, en quelques années, en moins de 30 ans, il y a 4 pour 1000 de différence. Ça masque probablement l'effet Suez. Alors ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, et il faudrait que je le vérifie, c'est qu'ils aient travaillé ou que cette figure, elle représente des données corrigées de l'effet Suez. C'est possible aussi. D'accord. Donc, nous allons. Merci encore. Merci à vous pour cette invitation. Si tu n'es pas totalement épuisé, on peut éventuellement discuter un peu du soufre pendant la pause et ceux qui veulent sont les bienvenus. Et puis pour les autres, dans 10 minutes, c'est-à-dire à 23, 16h23 à peu près à mon ordinateur. Merci. Oui, 5000 ppm de soufre, ça se mesure à... Yeah. Do you want to stop the recording? Ah oui, merci Lisa. Merci.